continuer notre série sur la mise en place de notre data center en local. Et on va se calquer sur la partie Kubernetes via RKE2 et on pourra le déployer à partir de Ansible. Donc, moi, c'est Ngathieu Fabrice, ingénieur DevOps. Je travaille sur des solutions de containerisation depuis un bon bout de temps et tout ce qui tourne aussi autour de l'infrastructure. Alors, ce matin, on va prendre le wagon ensemble pour pouvoir atteindre notre destination. Donc, pour ce faire, on va passer par un ensemble de points, à savoir, dans un premier temps, un plan qui va s'étaler de la sorte. On aura une introduction qui va en réalité nous mettre dans le bain à travers une définition de l'environnement Kubernetes et RKE2, un contexte qui va nous permettre de comprendre le besoin et une problématique qui va nous pousser à nous interroger sur en réalité la nécessité de mettre sur pied des clusters Kubernetes. Pour pouvoir mettre tout ça sur pied, on va d'abord s'arrêter au niveau d'une architecture des architectures bien définies, une architecture qui en réalité présente Kubernetes et ensuite RKE2 et enfin on va mettre le focus sur l'architecture qui nous importe ce matin. Et enfin, on va mettre sur pied deux clusters Kubernetes, un cluster d'administration et un cluster de payload. Donc, le cluster de payload qui va nous permettre de pouvoir déployer nos applicatifs dessus. Et on va finir par une conclusion. Moi, je tiens juste à rappeler que cette partie est la deuxième partie d'une série de présentations. La première partie reposait sur la mise en place déjà de notre infra. Donc, on a provisionné notre infra via Proxmox. On a déployé un ensemble de 9 machines, 9 VM, 3 VM pour la partie qui va porter sur le serveur de la partie administration et 6 VM qui vont se reposer sur la partie payload. Alors, on va entrer dans le sujet. C'est quoi Kubernetes? Donc, beaucoup se posent la question, pourquoi Kubernetes? C'est quoi Kubernetes? Effectivement, Kubernetes, c'est un orchestrateur de containers open source qui va nous permettre de pouvoir automatiser nos déploiements, les mises à l'échelle et la gestion de manière containerisée de nos différentes applications. Il a été créé en 2013, entre 2013 et 2014. Il voit naissance chez Google et plus tard, est offert à la Cloud Native Foundation, Computing Foundation. Donc, une fois que le projet a été rendu open source, donc, il y a pas mal de cloud providers ou bien de particuliers qui se sont mis ensemble pour pouvoir créer ou alors customiser chacun sa propre solution. Donc, aujourd'hui, on a des solutions on-prem, des solutions dont l'usage peut être on-prem et certaines dont l'usage peut être plutôt sur un cloud provider particulier. Donc là, par exemple, chez Amazon, on a EKS ou Elastic Kubernetes Service. On a Azure AKS et Google GCP. GKE pour Google Kubernetes Engine. Donc, aujourd'hui, il a pratiquement pris le marché. Donc, la plupart, ou alors l'ensemble, dans l'écosystème dans lequel nous nous trouvons, il y a pas mal d'entreprises qui s'y mettent et puis profitent des avantages que met à la disposition de Kubernetes pour ce qui est du déploiement des applications. Alors, qu'est-ce qui nous amène à opter pour Kubernetes? Déjà, aujourd'hui, on sait tous que le monde est en perpétuel mouvement et l'un des éléments majeurs ou alors le focus qui intéresse la plupart des personnes, c'est en réalité la souveraineté des données.
Aujourd'hui, la plupart des personnes ou alors la plupart des entreprises aimeraient avoir la même mise sur sa donnée. Et c'est l'un des points majeurs sur lequel s'appuie la réglementation sur tout ce qui est RGPD sur la donnée, afin de pouvoir permettre à ce que l'utilisation de la donnée soit effectivement et soit l'utilisation de la donnée soit de bonne qualité. Donc, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se calquent sur le fait que on a la donnée, on aimerait effectivement que si nos applications sont disponibles, il ne faudrait pas que la mise en place, par exemple, d'une application pousse, pousse par exemple, l'entreprise en faillite. Donc, ça suppose que là, il y a une certaine maîtrise des coûts que la plupart des entreprises aimeraient faire afin de pouvoir éviter, par exemple, le chaos. Alors, pour ce qui est de l'utilisation, beaucoup d'entreprises également se basent sur des règles de conformité que je rappelais un peu plus en avant, afin de pouvoir mieux structurer et gérer sa donnée. Et là, on revient donc sur le fait que Kubernetes, aujourd'hui, devient un standard. Parce que pour pouvoir garantir souveraineté, maîtrise des coûts, conformité réglementaire, pour avoir mis ça sur pied, alors Kubernetes devient donc un standard dans tout ce qui est orchestration des applications containerisées. Également, il va nous permettre de pouvoir piloter notre infra. Alors, pour ce qui est de la problématique, on va se poser pas mal de questions, à savoir comment déployer rapidement de manière reproductible un cluster Kubernetes sécurisé, comment automatiser l'installation, la configuration sans intervention manuelle, réduire les erreurs humaines afin d'assurer une configuration homogène du cluster, comment versionner, par exemple, via Git, notre infra, et enfin, comment intégrer les bonnes pratiques DevOps et DevSecOps dès la phase d'installation. Ici, à la fin de la présentation, ce qu'on va mettre sur pied, c'est en réalité le socle permettant de pouvoir déployer nos applications. Après avoir présenté la problématique, donc, je vais faire un tour sur le marché pour essayer de voir les solutions qui sont disponibles, appuyer sur les critères et puis par la suite faire un choix. Aujourd'hui, on a un grand nombre de solutions puisque là, je suis en on-premise. Donc, j'ai priorisé 4 solutions. Bon, il y en a plusieurs, hein, mais là, je me suis arrêté sur 4 solutions. Ces solutions, en réalité, reposent sur Kubernetes. On va commencer par la solution souche, à savoir KubeADM, qui est en réalité celle utilisée par Kubernetes. Donc, c'est un outil natif Kubernetes pour mettre sur pied nos clusters. Il a également une communauté forte puisqu'il est en réalité, on peut dire, la maison mère. Elle est la maison mère. Pour ce qui est des limitations, bon, on a par exemple nécessité des états manuels. On a des états manuels. Donc, il y a un S là qui s'est glissé, mais ce n'est pas grave. Côté KubeADM, lors du déploiement, il arrive souvent qu'on a besoin, par exemple, de créer un jeton ou alors de lancer pas mal de commandes. Mais le plus important, c'est qu'on puisse atteindre, on puisse mettre sur pied un cluster Kubernetes qui est fonctionnel. Et par la suite, voir dans quelle mesure on peut, si possible, l'automatiser. Alors, pour ce qui est le KubeADM, en termes d'usage, il est plus utilisé pour l'on-premise avec automatisation également. Et également, on peut partir sur du Terraform pour la partie configuration. Donc, on a la deuxième solution RKE2, qui en réalité qui signifie Rancher Kubernetes Engine 2. Donc, il y a le 2, pourquoi? Parce qu'effectivement, il y avait un RKE2 tout simplement
qui utilisait une version, qui utilisait Docker comme conteneur runtime. Et une fois avec pas mal de rebondissements qu'il y a eu autour du sujet du runtime, donc depuis un certain temps, Kubernetes conseille d'aller sur des conteneurs, sur des runtimes plus légers, à savoir CRI-O ou bien conteneur D. Donc, là, on est passé à la version RKE2 qui se base sur conteneur D pour pouvoir créer ou alors créer des conteneurs dans un MC spécifique. Alors, deuxième point fort, le point fort de RKE2, c'est qu'il a une sécurité renforcée, une conformité accrue. Il s'intègre bien avec Rancher, avec la gestion multi-cluster. Donc, on peut avoir un environnement dans lequel on a plusieurs clusters. Et puis, à l'aide de l'outil Rancher, on fédère ces différents clusters-là. Et ici, on met sur pied des règles plus fines afin de pouvoir mieux gérer son cluster. Alors, les limitations. Donc, il est moins low level. Donc, en fait, il fait abstraction de certaines configurations. Donc, aussi, une montée en compétence est nécessaire pour pouvoir pour une prise en main. Alors, pour le cluster, on peut l'utiliser comme cluster en production pour des besoins multiples. On a OpenShift, qui a été une solution Red Hat, de containerisation côté Red Hat clairement. Donc, c'est en réalité un pass complet basé sur Kubernetes. Bon, il a tout sécurité très poussée, CI/CD, un écosystème riche et support d'entreprise, un très bon support hybride et multi-cloud. Bon, le problème, c'est que le prix est élevé. Donc, du coup, c'est l'un des éléments qui contraint, par exemple, son utilisation. Moins de liberté sur certaines briques Kubernetes. Donc, il y a, par exemple, des opérations que vous ne pouvez pas faire simplement ou bien librement. Et ça restreint un peu la puissance de votre utilisation de Kubernetes. Alors, il est idéal pour les grandes entreprises et puis voilà. Et enfin, on a Kubestray, qui est normalement un outil qui permet de mettre sur pied une solution Kubernetes automatisée. On a toute en termes de points forts, on a toute une automatisation complète, déploiement, support, et ça nécessite, en termes de limitation, ça nécessite un point d'apprentissage en cyber. Donc, il est bien pour les clusters on-premise. Et voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. OK. S'il n'y a pas de questions, on va continuer. Oui, on a une question, celle de Kwamtecom. Okay. Vas-y avec ta question. D'accord, bonjour déjà à tous. Merci pour la présentation. Dans les outils, en fait, dans ce tableau comparatif, tu nous présentes principalement 4 outils, KubeADM, RK2, OpenShift et Kubestray. Sauf que j'aimerais bien savoir quel est l'apport que RKE2 donne en plus, vu qu'on sait que KubeADM est natif. Vous avez dit que Kubestray, c'est pour installer via Ansible. Sauf qu'au niveau de RK2, je vois sécurité renforcée, conformité. Donc, c'est quoi exactement qui est intégré dessus? Quand on dit juste sécurité, qu'est-ce qui est inclus derrière la sécurité là? Alors, est-ce que ça gère les policies? Est-ce que ça gère la qualité des images qui sont déployées dans le cluster directement? Donc, c'est le sens de ma question. OK. Merci. Ouais. Donc, je vais donner des éléments de réponse. Alors, en termes de sécurité renforcée, donc là, par exemple, RKE2 s'appuie sur un outil de gouvernance. Une fois que tu as mis ton cluster RKE2 sur pied, tu as cette couche Rancher en plus là, qui va permettre de pouvoir gérer de manière fine
ou alors l'attribution de manière fine des droits, par exemple, sur le cluster. Tu vois, aujourd'hui, lorsque tu déploies un KubeADM, par exemple, l'utilisateur qui souhaite accéder au cluster peut ou alors tombe directement sur un kubeconfig ou alors sur un point d'entrée avec tous les droits. Or, nous sommes tout à fait d'accord que ici, dans une entreprise, la donnée est très critique. Donc, du coup, c'est pas propre de laisser carrément la porte ou alors l'ensemble des droits à un utilisateur, même s'il est de bonne foi. Alors, RKE2, à travers sa couche rancher, il va permettre dans un premier temps, de définir de manière fine qui doit faire quoi au sein des clusters. Donc, ça c'est d'un. RKE2 également, il va nous donner la possibilité d'utiliser des couches basées sur Kubernetes. Donc, aujourd'hui, on a par exemple le CIS, qui est en réalité une mécanique de benchmark qui permet en réalité de passer un ensemble de scripts qui va checker la conformité, donc checker effectivement si, par exemple, le kubeconfig ou alors si les manifestes sont effectivement dans le répertoire qu'il faut, si est-ce que les droits au niveau des fichiers sont bien respectés. Donc, je vais m'arrêter là, puisqu'il y en a plusieurs éléments, je vais m'arrêter là. Une fois que l'utilisateur a fait le choix sur RKE2, il est garanti qu'effectivement, il peut avoir un cluster qui répond aux exigences, par exemple, de la CNCF. Donc, ça, c'est pour d'un. Pour le moment, le choix, bon, je ne peux pas dire que le choix est opté sur RKE2, mais à partir des critères qu'on a présentés là, on peut dire qu'effectivement, RKE2 fait partie des outils qui peut nous permettre de mettre sur pied une solution sécurisée permettant de pouvoir répondre à nos attentes et nos besoins. Donc voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si ce n'est pas le cas, on peut en parler par la suite. Donc certainement dans les détails que je vais évoquer par la suite, on pourra mieux comprendre la chose. D'accord, merci déjà pour la réponse. Tu peux continuer alors. Ça marche. Alors, après avoir fait un tour sur les outils du marché, donc on va commencer par l'architecture de Kubernetes. Donc aujourd'hui, on parle de Kubernetes un peu de partout, mais avant toutefois de mettre la main dedans, il faudrait réellement comprendre c'est quoi Kubernetes. On a dit certes que c'est un produit qui a été créé par Google, mais réellement c'est quoi? Donc du coup, pour pouvoir mettre sur pied un cluster, il faudrait d'abord comprendre comment fonctionnent les différents composants, quelle est l'interaction entre les différents composants et comment utiliser ces composants. Alors, là, on a une architecture Kubernetes. On va commencer. Là, on a notre cluster. À l'intérieur du cluster, on a le contrôle plane et on a les nœuds. Donc, les nœuds, en réalité, ce sont des VM ou alors ce sont des composants qui vont permettre de pouvoir exécuter sur lesquels vont tourner les portes. Donc, dans le contrôle plane, on a un ensemble d'éléments. On a par exemple le Cloud Controller Manager, qui est l'interface avec l'API du fournisseur cloud pour gérer les ressources cloud. Donc là, il va piloter tout ce qui est ressources cloud. On a notre KubeAPI Server. Donc, en fait, c'est lui en réalité le point d'entrée central du cluster. Donc, lorsque tu effectues une requête, c'est lui qui reçoit la requête. On a également le composant etcd, qui est en réalité une base de données clé-valeur, une base de données distribuée qui va en réalité stocker tout ce qu'il y a comme données de configuration et l'état de notre cluster. À côté de lui, on a le scheduler. Donc, le scheduler, en réalité, il va permettre d'assigner aux portes disponibles, il va permettre d'assigner les ressources aux portes disponibles. Juste à... Oui, allô?
Plutôt au node, pas au porte. Pardon. Oui, pardon. Il va assigner au nœud plutôt. Donc, merci beaucoup. On va continuer avec le contrôleur manager. Donc, le contrôleur manager, en réalité, il va exécuter les contrôleurs qui régulent l'état du cluster. Donc, on a un ensemble de contrôleurs, à savoir, par exemple, la réplication, on a les endpoints, on a les comptes de service. Alors, on a fini avec le contrôle plan, donc on va passer au nœud. Donc, au niveau du nœud, qu'est-ce qu'on a? On a, par exemple, un kubelet qui est en réalité un agent qui va s'exécuter sur chaque nœud. Et il va s'assurer que les conteneurs fonctionnent correctement dans les ports. À côté de lui, on a le kubeproxy. Le kubeproxy, c'est un composant. C'est un peu, si on rentre dans le grand réseau, c'est un peu comme le routeur. Donc, c'est lui, en réalité, qui va gérer les règles réseau et va permettre la communication entre les ports et l'extérieur. Et un peu plus bas, on a les ports, en réalité, qui est la plus petite unité déployable dans un cluster Kubernetes. Là, il va contenir un ou plusieurs conteneurs. Là, juste en bas, on a, juste là en bas, donc, on a le conteneur runtime interface, donc le CRI, qui est en réalité l'interface avec le moteur de conteneur, que ce soit, on a dit que ça soit peut être Docker, ça peut être Containerd, ou ça peut être CIR-O, pour exécuter les conteneurs. Donc là, on a notre flux de communication. Donc les flèches, en réalité, montrent les différentes interactions entre les composants. On a rappelé que le Kube API, c'est l'élément central, donc c'est par lui que toutes les requêtes passent. Donc lorsque vous faites, par exemple, une requête Kube API, c'est kubectl, en réalité, c'est lui qui reçoit la requête et fait de ça ce qu'il veut. Donc là, on a présenté l'architecture de Kubernetes. On va passer au slide suivant. Après avoir parlé, après avoir visité le marché, donc on a fait un distributif. On va se calquer sur la solution RKE2. Et pour cette partie, on va essayer de comprendre en réalité l'architecture de RKE2. Pourquoi et comment est-ce que les éléments interagissent entre eux. Donc, pour cette partie, on a deux blocs. Donc, on a un bloc serveur et un bloc agent. Donc, côté RKE2, qu'est-ce qu'on a? On a presque les mêmes composants qui se retrouvent côté Kubernetes, mais cette fois-ci, ils sont encapsulés dans des couches. Alors, on va s'attarder sur le RKE, sur le contrôle plan. Donc, nous sommes là au niveau du contrôle plan. On a le RKE de supervision. Donc, en réalité, c'est un processus de supervision principal qui va permettre d'orchestrer tous les composants du contrôle plan. Et également, il aura pour rôle de gérer le cycle de vie des processus Kubernetes. Donc, en réalité, il va encapsuler tout cet ensemble-là. Donc, on a le kubelet qu'on a défini un peu plus en avant. On a le TCD, on a l'API serveur, donc on a l'ensemble des éléments qu'on a retrouvés dans l'architecture de Kubernetes. Et on a également, on a tout ce qui est static pod, donc il y a les composants qui sont déployés en pod et puisqu'ils sont déployés et on les manifeste présents dans un dossier particulier, alors ils sont des pods statiques. Donc, on va passer à la deuxième, au deuxième nœud. On va passer au deuxième nœud. Alors, pour la deuxième partie, donc ce qu'on aura, c'est quoi? Pour cette partie, on a également un RKE de superviseur. Donc, il va superviser en réalité le processus kubelet. Donc, ce qu'il va faire, il va superviser le processus kubelet et puis il va superviser tout ce qui est container runtime.
Donc, après ça, on a le kubelet, on a le conteneur runtime. Dans le conteneur runtime, on a défini ça un peu plus en avant. Alors, on a tous les composants des applications qui sont déployées, tout ce qui est service mesh. Les points d'entrée dans RKE2 sont presque les mêmes dans Kubernetes, mais sauf que peut-être les noms peuvent faire la différence, mais en réalité, ils renvoient au même concept. Donc, on pourrait avoir, par exemple, ici, RKE2 serveur node qui représente en réalité des masters et RKE2 serveur agent qui en réalité sont des workers. Alors, après avoir présenté la structure de RKE2, on va rentrer dans notre infra. Donc là, on a notre développeur, par exemple, qui a préparé son rôle en Ansible, RKE2, et il va déployer ça dans un cluster, et il va s'appuyer dessus pour pouvoir déployer RKE2 dans les différents environnements que nous avons créés lors de la présentation, lors de la partie 1 de cette de notre série de présentations. OK. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. OK. Donc, il n'y a pas de questions. On va continuer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ce matin, on va s'attarder sur la partie démo. On va continuer la partie démo. On va déployer 2 clusters Kubernetes via Ansible. Alors, certainement, on va se poser la question, c'est quoi Ansible? Donc, aujourd'hui, ce n'est pas peut-être le sujet, mais on va quand même s'arrêter, on va s'arrêter un peu dessus et donner un ensemble d'éléments afin de mieux se comprendre pour la suite. Donc, là, on va passer directement à la démo. Donc, je vais partager. Vous me dites si vous voyez mon écran. Est-ce que ça se voit? Oh, non. OK. Très bien. C'est bon, vous voyez mon écran? OK. Oui, Si ton c'est écran est bon, visible. merci. Alors, si c'est bon, on va commencer. Donc, aujourd'hui, on va déployer ensemble 2 clusters Kubernetes. Donc, on a un cluster de payload et un cluster d'administration. Donc, je vais revenir un peu ici. Donc, là, on a le cluster de payload là. Donc, en fait, c'est le cluster qui va recevoir tous nos charges de travail. Et on a un second cluster qu'on va également mettre en place, mais toutefois sans la couche d'administration. Donc, pour aujourd'hui, le plus important, c'est de voir dans comment mettre sur pied un cluster Kubernetes. Et puis, par la suite, on verra comment déployer, peut-être dans une présentation, dans une autre série de présentations, on verra comment s'appuyer sur les bonnes pratiques du marché ou alors du bonnes pratiques DevOps et DevSecOps pour déployer des applications de manière sécurisée. On va passer directement à la ligne. Je fais comme ça. Alors, pour pouvoir déployer notre cluster Kubernetes, oui. Oui, j'ai une question, s'il te plaît. Oui. Alors, quand on déploie un cluster d'administration, c'est quoi le but de déployer un cluster d'administration? Alors, déployer un cluster d'administration va nous permettre de pouvoir mieux gérer les accès
à, par exemple, ma plateforme. Je m'explique. Je déploie un cluster de payload. Alors, les utilisateurs, ils vont se connecter dessus, par exemple, via un point d'entrée ayant un ensemble de droits très élargi. Chacun pourra faire tout ce qu'il veut. Donc, il peut arriver, par exemple, qu'un utilisateur qui soit peut-être de bonne foi, peut-être, mais qui mène des actions qui ne sont pas propres. Il peut arriver que tu déploies, par exemple, ton application, un utilisateur récupère le point d'entrée avec tous les droits. Il tape des commandes, puisqu'il est normalement admin. Il peut faire, par exemple, des opérations qui ne sont pas propres dans le cluster. Alors, pour ce faire, pour limiter et mieux gérer, par exemple, que ce soit le cycle de mise à jour, que ce soit, par exemple, les droits de manière fine des utilisateurs, alors on met un cluster d'administration sur pied. C'est lui qui va définir tout ce qui fait quoi au sein des différents clusters. Donc, ça veut dire que toi, par exemple, quand tu vas venir au sein, par exemple, de l'entreprise, tu vas te connecter au cluster d'administration, donc à Rancher, par exemple, à Rancher, et tu pourras récupérer un kubeconfig avec des droits qui sont spécifiques. Du coup, tu ne pourras pas, par exemple, tu ne pourras pas visualiser les autres clusters, puisque tu n'es plus administrateur, tu n'as plus le kube. Donc, il va permettre de faire une ségrégation fine des droits afin de pouvoir mieux utiliser le cluster. Alors, ouais, il y a Jules qui a levé la main. Alors, Oui, bon, je ne sais pas si je voudrais d'abord relancer Jules avant de rebondir sur ma question. Bon, Jules, vas-y d'abord. oui, Jules. En fait, je dis, désolé, mon micro est coupé. C'était pour compléter Fabrice, dans le sens où il faut voir Sacha Mokai comme du PHP MyAdmin. Je ne sais pas si tu connais. Tu es développeur, tu es censé connaître. Donc, c'est juste une interface qui permet soit de donner des droits, comme Fabrice a dit, de façon fine à un utilisateur. En fait, c'est pas juste une interface, c'est tout un outil derrière. C'est un peu comme ce qu'on a dit hier, la dernière fois dans la présentation, qui est l'interface d'administration de Cosmos. C'est en fait ça. C'est pour ne pas permettre à l'utilisateur qui ne s'y maîtrise pas côté admin. C'est pour faciliter la tâche à un utilisateur de pouvoir avoir une interface graphique plus facile pour lui de travailler sur un cluster, c'est-à-dire voir comment il déploie ses outils, pouvoir, entre guillemets, supprimer ou déployer ses outils via cette administration-là, via cette interface-là. Donc, c'est une interface, c'est un truc visuel en fait. C'est un outil qui permet à un utilisateur d'avoir une interface visuelle qui lui permet, au lieu de taper que des commandes kubectl pour avoir ce cluster, et en plus, comme Fabrice le disait, dans une entreprise, c'est généralement connecté à la mienne de l'entreprise. Genre un LDAP ou un, je sais pas, un Azure, comment l'appeler, désolé. Genre un LDAP ou tout autre annuel qui permet, cette fois-là, peut-être de donner l'accès à une équipe ou à un groupe de personnes sur un cluster avec des droits plus raffinés. Tu vois ce que j'essaie de dire? Ok, Donc, wow. c'est déjà intéressant parce que quand tu crées un cluster de façon nue, tu peux déjà attribuer des droits aux utilisateurs en utilisant Airbag. Fabrice reviendra peut-être là-dessus après. Mais celui-ci te permet de dire, il y a une équipe de développeurs, ils vont travailler uniquement dans tel NNCS, ils vont travailler uniquement dans tel projet. Donc, du coup, avec cette interface, je peux leur attribuer ce type de droits-là qui leur permettent d'avoir accès uniquement à leur espace, je vais dire ça de mots très simple, à leur espace dans le cluster et à mener tel type d'action dans le cluster. C'est en fait ce type d'outil que Fabrice appelle le cluster d'administration. Ah, d'accord. Ça veut dire que le cluster d'administration, ce n'est pas un cluster cube alors? C'est un cluster Kubernetes en fait. Ce que tu dois comprendre, c'est il a décidé de déployer un cluster pour son administration. Tu vois ce que je dis? C'est tout un cluster qui redéploie pour l'administration. Donc, ça veut dire qu'il pourrait aussi déployer, du moins, il pourrait décider de ne pas aussi déployer
En fait, c'est la question aussi à savoir si je veux rejoindre un peu Franck. Charles, Il peut dire que est-ce qu'on a besoin nécessairement de déployer un cluster pour faire l'administration sur un cluster Kubernetes? Alors, je vais essayer de te répondre. Nous sommes dans le cadre d'une entreprise et tu sais, l'utilisateur le plus important, c'est qu'il puisse accéder, par exemple, à son cluster et accéder par la suite à ses applications. Vu que nous sommes dans un système où il faut garantir une haute disponibilité des données, alors on a mis cette partie dans un cluster puisque c'est une application en réalité, donc elle doit aussi être hautement disponible. Parce que le fait de ne pas avoir, par exemple, accès à Rancher va certainement impacter sur la production, vu que les utilisateurs ne pourront pas en réalité visualiser, par exemple, ou alors administrer tout ce qui tourne autour de leurs ressources. Donc, du coup, on met un cluster pour faciliter la gestion, par exemple, des clusters. Parce que dans une entreprise, il faut savoir qu'un utilisateur peut avoir accès à plusieurs clusters. Donc, ça veut dire qu'en fonction des droits qu'on a définis dans son espace, il peut avoir accès à plusieurs clusters. Et effectivement, il a besoin d'un outil pareil qui soit hautement disponible pour mieux piloter les clusters à travers les différentes notions également qui tournent autour des ranchers. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire par rapport à ça. Je ne sais pas si on a répondu à vos questions, mais si ce n'est pas le cas, peut-être dans la démonstration ou bien dans la démo, certainement, on pourra vous fournir davantage d'éléments. Ok, c'est clair pour moi. Mais on est tous d'accord que je peux bien administrer mon cluster sans toutefois avoir besoin de déployer un cluster Rancher. Je peux administrer mon cluster Kubernetes. Je peux créer les utilisateurs sur mon cluster Kubernetes et leur donner les droits particuliers. On est d'accord? Tout à fait d'accord. Okay. Oui. Bon, Jules, tu peux permettre à ce que Fabrice avance un peu d'avance, s'il te plaît. C'est OK pour moi. En fait, c'est OK. OK. Alors, bon, là, je vais commencer par le rôle. On a notre rôle Ansible rôle RKE2. Donc, un rôle au sens d'Ansible, s'il faut comprendre, c'est en réalité une recette. Et à l'intérieur, on a comporté pas mal de choses et on va s'appuyer sur ce rôle-là pour pouvoir déployer notre cluster Kubernetes. Donc, là, on a notre rôle et au niveau du rôle, on a un ensemble de ressources ou alors un ensemble de variables qui sont très importants pour en réalité mettre sur pied son cluster Kubernetes. Donc, je ne vais pas faire le tour, mais je vais m'arrêter quand même sur des éléments qui nous intéressent, par exemple. Bon, tout nous intéresse. On va se calquer sur les éléments, sur quelques éléments. Donc, par exemple, ici, on a notre conteneur runtime là. Au niveau du rôle, on a mis par exemple Calico et on pourra certainement surcharger par la suite dans un playbook. Donc, en réalité, on pourra utiliser un playbook qui est en réalité l'orchestration de la mise en exécution de notre rôle. Il va permettre de dire comment est-ce que le rôle doit être exécuté. Et à côté de ça, on a également le point d'entrée du cluster. Bon, l'élément qui nous permet d'accéder au cluster, donc le kubeconfig. Alors, est-ce qu'il est là? Alors, on a le kubeconfig là, qui est en réalité l'élément qui va nous permettre de nous connecter au cluster. Bon, je vais m'arrêter sur ces deux éléments. Je vais entrer au niveau des tâches. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Donc, je vais laisser le soin, puisque les sources seront disponibles pour ceux qui veulent, par exemple, reprendre ou alors déployer les clusters. Donc, on va mettre les sources à votre disposition. Et voilà. En cas de difficulté, vous pouvez revenir vers nous pour qu'ensemble, on voit comment pallier à ces problèmes-là. Donc, on a un ensemble de tâches là
Et ces tâches sont mises de manière séquentielle dans un fichier main. Et à l'intérieur du fichier main, on va classifier les tâches. Et ces tâches seront exécutées au fur et à mesure. Et à la fin, on pourra avoir un cluster propre, accessible avec tous les nœuds disponibles et des applications ou alors les ports statiques également en running. On a la partie template, donc en fait, c'est un ensemble d'éléments qui vont permettre de pouvoir mettre sur notre cluster. Donc, je vais passer là, je vais directement aller sur le cluster d'administration. Dans le cluster d'administration, comme on l'a dit, c'est le cluster qui va porter la couche rancher, qui va nous permettre de pouvoir gérer nos différents clusters. Alors, pour ce faire, on s'est calqué toujours sur la mécanique. On est sur la mécanique en Ansible. Donc, on a l'inventaire en réalité. On a un inventaire qui va se reposer sur 3 nœuds, puisque normalement, on a dit, lorsqu'on déploie un cluster Kubernetes, le quorum, normalement, c'est 2 N plus 1. Donc, on va s'assurer qu'il y a minimum 2 nœuds disponibles. Lorsque un nœud tombe, il faudrait qu'il y ait au moins ces 2 qui soient disponibles. Donc, ici, le quorum, ici, normalement, c'est 3. Donc, ici, on a, pourquoi 3? Parce que le cluster d'administration n'a pas besoin du worker. En fait, en réalité, on a un ensemble de machines qui peuvent jouer en même temps le rôle de worker et de master, puisque on a la possibilité de déployer des applications sur le contrôle plane. Et tout ça, ça se fait comment? Pour pouvoir déployer une application sur un contrôle plane, on s'appuie sur une mécanique de teinte. Donc, on va en réalité teinter le nœud. Donc, là, c'est l'inventaire. On va continuer avec le playbook. Donc, le playbook, normalement, il va récupérer un ensemble de variables et il va s'appuyer sur ce rôle-là pour pouvoir déployer le cluster. À côté du playbook, donc, on a les variables. Donc, je vais entrer dans les variables là. Donc, dans les variables, on a pas mal de variables. Donc, on a par exemple la version de RKE2. On a le keep alive pour tout ce qui est VIP et autres. Là, on a mis le keep alive à false parce que, bon, pour un premier temps, on a utilisé l'IP d'un master parce que normalement, il faut au moins une IP pour permettre, pour pouvoir accéder au cluster. Et là, on a nos différentes, on a le path pour récupérer le kubeconfig. J'ai montré un peu dans le rôle là, la variable qui permettait de définir le kubeconfig et une fois que le cluster sera construit, on pourra le sauvegarder pour des usages ultérieurs. Donc, ça, c'est pour la partie rancher. Par contre, pour la partie payload, si on part dans variable, donc la différence entre les deux, c'est non seulement la version, vu que il y a une compatibilité qui est définie entre l'application Rancher et l'outil RKE2. Parce qu'il faut bien comprendre. Rancher, c'est une application. RKE2, c'est le moteur Kubernetes. Donc, il faut également une certaine cohérence, une certaine compatibilité entre les différentes versions. Et pour voir cette compatibilité, donc, il y a, je vais déposer un lien dans le chat, il y a donc, il y a ce lien-ci qui va nous permettre de pouvoir établir, savoir quelle version de Rancher on va utiliser. Donc, là, tout n'est pas fait au hasard. Chez nous, par exemple, aujourd'hui, nous, on a une version. Là, nous sommes dans le cluster de payload. On a une version 1.34. Donc, pour déployer des applications, là, il n'y a pas de souci. Mais
pour le cluster qui va porter Rancher, il faut également se baser sur des compatibilités. Donc là, nous sommes en version 1.33.7 de RKE2 et il faudrait qu'on se rassure qu'effectivement, alors, je suis là, RKE2, là, je suis à 1.33. Donc, pour ce faire, je peux regarder la version des Rancher qui correspond à cette plage de version. Donc là, on a par exemple 2.13.2 qui en réalité commence à partir de 1.32. Et puis, pour ce qui est de la version haute, ça s'arrête à 1.34. Donc, nous, aujourd'hui, ici, on va installer une version des Rancher, puisque là, nous sommes à 1.33. Donc, on va regarder un peu plus bas. Ou alors, on est même dans la marge, puisque là, on est entre 1.32 et 1.34. Il y a bien 1.33. Donc, on a fait le bon choix. On revient là. Donc, on va commencer par déployer un cluster Rancher. Pour ce faire, je vais me mettre directement là et appeler mes commandes. Les commandes ont été préparées au préalable. Donc, du coup, on a une commande qui va nous permettre de lancer en réalité notre playbook, puisque notre playbook, il est là. Donc, on a la commande cible playbook qui va nous permettre de lancer notre playbook, qui va se greffer à un inventaire précis, donc en cible production. On a notre playbook là et il va déployer dans un environnement précis. Donc, je vais lancer, allez, entrer. Okay. Oui. Pendant qu'il déploie, j'aurais une question. Hein. OK. Alors, vu que le cluster est déployé dans 3 machines virtuelles différentes, en fonction de ce que tu as montré dans les configs tout à l'heure. Oui. Si par exemple, ces machines-là ont déjà les ports, on a activé par exemple le firewall de ces machines et qu'il faut autoriser seulement certains ports à pouvoir communiquer avec l'extérieur, on identifie les ports donc pour fonctionner au cas je t'ai pas bien suivi. Hein. Je sais pas. Là, tu m'entends bien? Voilà, oui, là c'est mieux. Ok, je parle des ports en fait. Comment on identifie les ports dont ils ont besoin pour fonctionner si jamais je suis sur une machine où le firewall est activé et qu'il faut autoriser certains ports à pouvoir écouter à l'extérieur pour faire fonctionner le cluster. Comment on identifie? Alors, il faut savoir que RKE2, c'est un cluster Kubernetes. Donc, ça veut dire que dans un premier temps, on pense au port 64. On pense directement au port de Kubernetes. Donc, je pense que c'est 444. 64-43. Bon, ouais, 64-43. Ouais, pardon, 64-43. Merci, Jules. Donc, 6-443, 64-43. Donc, on pense d'abord à ce port-là. C'est la première des choses qu'il faut d'abord autoriser. Une fois que tu as autorisé, puisque tu veux lancer des opérations en cyber, il faut également penser au port 22 ou alors le port 2222. Ça, c'est 2. Maintenant, puisque tu souhaites que tes applications soient accessibles depuis l'extérieur, tu peux demander à autoriser des ports 80-80, des ports 80 pour tout ce qui est HTTP. Donc, déjà, à partir de 3 là, maintenant, pour le port Rancher, donc, si on revient ici, on va template et KV2. Je crois qu'il y a une, voilà. Donc, pour la partie Rancher, tu vas également autoriser
le port 93 et 45. Donc là, tu auras... Oui. Oui, c'est un peu compliqué, hein. Normalement, dans la documentation officielle de Kubernetes, il y a les ports par défaut qu'il faut autoriser, notamment les ports de la communication. Par exemple, notre port, par exemple, il y a une plage de port, je crois que c'est 30 000 à 30 000 quelque chose, si je ne me trompe pas. Et aussi les ports de communication, soit peut-être avec le TCD, tout ce qui va avec aussi. Bref, il faut, dans la documentation, il y a cet ensemble de ports, c'est bien rédigé. La première des choses, c'est d'abord d'autoriser tout cet ensemble de ports, pas seulement la 6443, mais aussi tout l'ensemble de ports qui permet la communication au sein du cluster. Maintenant, en ce qui concerne les outils, maintenant, ont des différentes façons. Peut-être Rancher, en plus des ports natifs qu'il faut utiliser côté Kubernetes par rapport à ses composants, Rancher a peut-être ses ports, comme tu viens de nous mentionner, la 6344, bon, qui va peut-être permettre la communication, tout ce qui va avec. Donc voilà. Donc la première des choses d'abord, c'est dans la documentation de voir l'ensemble de ports à ouvrir. Donc c'est bien rédigé là. Et en plus, en fait, bon, c'est mis à jour en fonction des versions. Par exemple, dans les anciennes versions, par exemple 1.20 ou bien 1.20, ce n'est plus les mêmes ports qui sont utilisés dans la nouvelle version. Du moins, ça change. Donc, voilà un peu ça. OK. Merci, Rich. Alors, là, je vais mettre directement... J'ai pu choper la partie des ports, donc je vais mettre à notre disposition qu'on puisse regarder. Donc, voilà, j'ai envoyé dans le chat. Donc, là, on a déployé le cluster Ranch, au fait, le cluster qui va pour le cluster d'administration. Et alors, une fois qu'on a déployé ce cluster, donc je reviens dessus. Alors, une fois qu'on a déployé, il nous a téléchargé le kubeconfig, donc via une tâche Ansible. On a récupéré le kubeconfig. Et à l'intérieur du kubeconfig, donc on a un ensemble qui a arrêté le point. C'est vrai que via le navigateur, on a le point d'entrée, mais là, c'est l'élément qui nous permet effectivement d'entrer dans un cluster Kubernetes. Alors, de ce fait, on a un kubeconfig qui nous est donné. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc, ce fichier, il va nous permettre d'arrêter de configurer l'accès à RKE2. Donc, on va commencer par exemple à voir un peu les éléments qui constituent ce fichier. Oui. Alors déjà, on a le nom qui est default, donc on n'a pas touché le nom, on a laissé le nom par défaut. Et là, on a le point de terminaison de l'API server. Juste à côté, on a le certificat de l'autorité de certification du serveur qui en réalité utilise un procédé cryptographique particulier ou alors défini par Kubernetes. Donc ici, l'idée c'est quoi? C'est que dans un système ou alors dans Kubernetes, on a un ensemble de composants qui, pour pouvoir communiquer, possèdent par une mécanique d'échange de clés. Donc là, on a le certificat de l'autorité de certification du KubeAPI Server. Puisque en réalité, c'est l'élément, en fait, on peut dire quoi? C'est l'élément central du cluster. Donc là, on a notre point d'entrée là. On a le nom. On va aller dans la section contexte. Au niveau du contexte, donc, un contexte, c'est quoi? C'est un cluster et un utilisateur. Donc, une fois qu'on a présenté le contexte, on va passer aux autres sections. Donc, ici, on a l'utilisateur, on a son certificat, le certificat client, et puis le certificat. Voilà.
Donc, là, on a le kubeconfig. Donc, on va utiliser cet élément pour pouvoir accéder au cluster. Donc, on va venir là. Je vais ouvrir ce terminal et alors, il est dans quel répertoire? Donc, on va se calquer sur une autre outil K9S, config, et on va parcourir ce répertoire-ci pour pouvoir récupérer le cube config. Alors, donc, on a déployé un cluster qui va porter Rancher et on va aller dans le cube système pour voir tout ce qu'on a comme port statique. Donc, on a le CNI Cilium, on a le Cloud Controller, donc l'ensemble des composants qu'on a définis au sein de notre architecture un peu plus en arrière. Donc, on a tous ces composants-ci qui sont déployés. Donc, on a également notre Ingress Controller. Donc là, ici, par défaut, on a choisi Nginx. Donc, l'Ingress Controller, en réalité, c'est l'élément qui va permettre d'orchestrer le trafic au sein d'un cluster Kubernetes. Donc, il va recevoir les requêtes HTTP depuis l'extérieur. Il va lire les règles d'ingress et puis par la suite, il va router les requêtes vers le bon service. Alors, là, on a déployé. On va sortir. Alors, on a déployé le cluster Rancher. On va également déployer le cluster de payload. Donc, je vais revenir dans la section payload là. Bien assurer que tout est bon. Alors, en cyber variable. Ah, bon, je vais aller ici. Là, c'est Rancher. Je vais aller déployer également le cluster de payload là. Je vais lancer. Donc déjà, en dehors de la couche Rancher, sur le cluster de payload, on ne doit rien déployer. Donc, pardon. Sur le cluster d'administration, qui est en réalité ce cluster-ci, avec ces nœuds-ci, on ne doit déployer sur lui que la couche Rancher. Là, on va déployer le cluster de payload. Donc là, ça évolue. Entre-temps, je peux prendre les questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc là, ça évolue. Alors, on va croiser les doigts pour que tout se passe bien. C'est 0 ou 1. Effectivement. Donc. Ah, ok, pendant que ça tourne, ok, il y a une question. Delinel, vas-y. Oui, bonjour à tous. En fait, je voudrais poser la question. Fabrice, j'ai vu dans un de tes rôles en cible, tu as parlé de Calico, mais lorsque je vois tu déploies, tu utilises plutôt Cilium. Est-ce que tu couples les deux ou je ne sais pas comment tu fais? Ou bien, je ne sais pas si j'ai mal vu, mais quel CNI est-ce que tu utilises vraiment pour tes clusters? Alors, merci Delinel pour la question. Donc, là, j'ai par exemple ce playbook.
là, j'utilise Cilium. Oui. Alors, RKE2, bon, je vais ouvrir également ici, default, mais voilà. Donc, je vais mettre ça l'un à côté de l'autre, comme ça. OK. Bon, là, RKE2 est une variable de rôle. RKE2 CNI est une variable de rôle. Et puisque c'est une variable de rôle, ça a pour valeur Calico. RKE2 CNI, on peut dire c'est une variable de playbook. Donc, dans l'ordre de priorité, la variable de playbook trône sur la variable du rôle. Donc, ça veut dire que les valeurs que tu as mis par défaut dans le rôle, tu peux les surcharger depuis le playbook. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans le rôle, c'est Calico, puisque normalement, dans le rôle, la valeur par défaut, ils ont mis canal. Oui, oui. Et là, j'ai mis Calico, puisque tu peux mettre la valeur qui te semble correcte. Mais avec tous ces derniers temps, l'échange qu'on a eu dans le groupe, dans les différents groupes, et aussi avec cette mouvance-là, on nous a fait comme, bon, après quelques recherches, je me suis rendu compte qu'effectivement, Cilium me permet de profiter des éléments avancés, par exemple, du réseau. Tu vois, par exemple, avec Cilium, je bypass facilement les IP tables. Bon, du coup, ça fait que les paquets sont traités directement au niveau du kernel. OK. Bon, moi, j'ai opté pour Cilium. Certainement, pour la suite, on aura des éléments encore plus pointus pour mettre avant cet outil-là. Donc, sinon, Calico, lui, il marche bien, hein, il n'y a pas de souci. Donc, pour un cluster propre, et lorsque tu veux, par exemple, gérer tout ce qui est réseau ou alors adressage au niveau de tes portes, tu peux te calquer sur Calico. Il marche très bien. Oui, oui, c'est juste que je voulais savoir ce que tu utilises. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai d'abord vu Calico. Après ça, je vois que tu avais Cilium. Donc, j'ai essayé d'explorer un peu Cilium. Donc, je vois que lui, il fonctionne bien. Donc, du coup, il a cet avantage que il me donne la possibilité, par exemple, de visualiser en réalité les flux réseau. Tu vois, par exemple, tu essaies de voir comment est-ce que partent les différentes requêtes réseau. Donc, il a cette partie observabilité-là qui est un plus par rapport aux autres. Donc, hormis ça même, il a également ce côté avancé-là qui fait à ce que la balance penche à sa faveur. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Delinel. Bon, c'est bon, c'est bon. C'est juste au niveau des variables là, que vous voulez, laquelle était utilisée. OK. Donc, là, on a déployé notre cluster de payload. On va également partir voir si tous les composants sont up. On va appeler up. Donc, également, en déployant, il nous a téléchargé également notre kubeconfig là. Donc, le kubeconfig pour le cluster de payload. Donc, je vais partir up. Je vais me connecter au cluster de payload pour voir si effectivement tout est propre. Alors, je regarde les ports statiques. Donc, je suis sûr qu'il n'y a rien de cassé. Alors, une fois qu'on a déployé nos différents clusters, j'ai bien le cluster qui est en version 1.34. 1.34 qui correspond également à la version 1.34 de Kubernetes. Alors, une fois que j'ai déployé ça, on va simuler le déploiement d'une petite application ou alors d'un Nginx et puis voir un peu comment il se comporte. Donc, voilà, on va faire comme ça. Tac.
Bien. Je vais le faire ici. Voilà, c'est parti. Donc, on a préparé notre manifeste là. Et il nous permet de déployer un Nginx. Alors, ou alors, on peut même carrément le supprimer. On peut le supprimer et le recréer. Donc, on va le recréer. Donc, on a un kubectl run Nginx dans le nom du port en question, l'image. Là, on va exécuter sans toutefois créer l'objet et on va le stocker dans le manifeste suivant. Ah, ça ne marche pas. Pourquoi? Alors, tac. On va export notre cube ensuite de bord. Tout simplement, il est. Voilà, on va export là et puis on pourra jouer notre commande config. Alors là, j'ai recréé le manifeste en question. Donc, je vais faire un kubectl apply. Kubectl apply F de Nginx. Donc là, je le crée dans le name, c'est par défaut. Donc, juste pour voir comment fonctionne un port. Donc, si je fais kubectl get PO, donc le port, il est là, il est bien en conteneur creating. Le conteneur est en pleine création. On va patienter quelques secondes. Alors là, il est running. Donc, j'ai déployé un Nginx qui est running. Et il faudrait accéder en réalité à ces Nginx. Donc, je vais créer, je vais faire un port forward, donc créer un port sur la machine pour pouvoir accéder à, ouvrir un port sur la machine pour pouvoir accéder à l'application. Donc, pour ce faire, je vais faire un kubectl port forward et je vais mettre, puisque je vais placer le forwarding sur le port directement, donc Nginx port. Là, je vais mettre 8000, ça c'est le port que je ouvre sur la machine et un disque qui tourne par défaut sur du 80. Attention. Hop, voilà. Alors, là, c'est bon. Donc, je vais repartir sur ma machine, sur mon navigateur. Alors, je vais faire un 127 8000. Welcome to Nginx. Donc, là, j'ai déployé une première application et l'autre sur dans mon cluster, les clusters qui ont été créés. Et là, c'est une première phase avec les clusters Kubernetes RKE2. Oui, il y a des questions. OK. Merci Fabrice, merci pour cette présentation. Mais j'ai une question. Tu as parlé de ton ingress controller Nginx. Est-ce que tu peux nous montrer le service de cet ingress controller? Alors, je vais repartir directement ici. Ouais. On fait simple. Si je pars dans Git config, j'espère que je peux le voir, SVC. Alors, non, ça c'est le contrôleur d'admission. Oh, celui là-bas. Oh, voilà, oui.
Ah, il n'a pas de external Non. IP. Ça veut dire que tu n'as pas de load balancing, c'est ça? Pas encore. Ouais. Non, c'est ça que je voulais voir, c'est bon. Parce que là j'ai le corps DNS, ce service qui est sur le corps DNS, ça c'est C'est le lui là-bas. complète admission et puis le metric server. C'est bon, le voilà, le deuxième là, c'est lui que je voulais voir. Ah, ok. Ok, ça external IP vite. Ok. C'est bon pour moi, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Les gars, surchargez-moi avec les questions, j'en ai besoin. Voilà. Donc, on a déployé un cluster, on a déployé nos 2 clusters Kubernetes. Actuellement, ils sont éparpillés. Donc, pour les séances à venir, on va mettre sur pied notre couche de gouvernance Rancher afin de pouvoir fédérer nos différents clusters. Donc, là, je vais faire comme ça. Voilà. Donc, hop. Je reviens à la présentation. Alors, on a mis sur pied, on a tout au long de cette présentation, il était question pour nous de mettre sur pied des clusters Kubernetes, comprendre comment fonctionne un cluster, comprendre les différents concepts qui sont autour des clusters, qui tournent autour de la mise en place des clusters Kubernetes et en particulier RKE2. Dans la démo, nous avons mis sur pied 2 clusters Kubernetes. Nous avons déployé une simple application Nginx et on l'a rendu accessible via un proxy. Donc, aujourd'hui, nous sommes capables de dire que, bon, on veut un cluster de telle grandeur, on se donne les ressources qui vont avec et puis on met sur pied notre cluster. Alors, pour la suite, on va mettre sur pied toute la stack qui va permettre de pouvoir déployer des applications. Donc, aujourd'hui, nous sommes à la partie 2 de notre série de présentations. Certainement, dans les semaines à venir ou alors dans les jours à venir, comme l'un a parlé dernièrement, dans les jours à venir, on va mettre sur pied la stack applicative permettant de pouvoir déployer des applications de manière fiable et sécurisée. Donc, c'est ainsi que prend terme notre présentation de ce matin. Vous avez les différentes sources là, les liens sources disponibles. Vous avez le Discord pour les questions, pour les préoccupations. Et vous avez le groupe LinkedIn, sur LinkedIn, pour des échanges ou bien des remarques. Donc, je vais remettre le fanion à Franck Walter pour la suite. Ok. Merci Fabrice, merci pour la présentation. Merci également pour les réponses aux différentes questions. Moi-même, j'ai posé beaucoup de questions. Et merci à tout le monde. Donc, s'il n'y a plus rien à dire, si personne n'a une question, on va se dire à la semaine prochaine pour la prochaine présentation. Voilà. Bon week-end à tous. Bon week-end, Merci merci. beaucoup, Fabrice, et bon week-end à vous. Merci. Merci. Bon week-end. Merci. Ok. Merci beaucoup. Merci.
Voilà. Le Christus de Quacus. Ouais, c'était pas ma présentation, mais bon, on a nos points, on va faire le débrief tout à l'heure. Mais il y a encore un truc que Fabrice doit corriger dans sa façon de parler. On va lui dire ça tout à l'heure, gars. On va lui dire ça tout à l'heure, bref. On va lui dire ça. Christus de Quacus, ça dit quoi? Parce qu'il il est là, il est calme. Il est calme, il nous prépare le feu sur lui. Hein. Christus. Celui-là, ouais. Quand tu es calme, moi je n'aime pas quand tu es trop calme, gars. Faut parler. Gars. Non, c'est pas. Il a que préparé une bizarre, genre, qui va nous seulement, je sais pas. Christus. Je suis très fatigué, gars. Oh là là. Gars, attends, c'est quoi, pourquoi tu es fatigué? Tu as beaucoup fait? Regarde-moi, Brit, regarde-moi, Brit. Est-ce que j'ai mal parlé? Mon frère, entre mariés, mon frère, j'ai mal parlé. Tu es marié ici. Toi, tu es marié. Christus est marié. Moi, je suis marié. Voilà. Et même Stéphane. Donc. On a vu le problème de faire. Je suis pas marié. Laisse Stéphane, laisse, tu es marié. Donc, laisse les rôles. Stéphane. Mais j'ai vu Virus connecté, j'ai écrit dans le groupe que bon, il peut reprendre le contrôle, il n'a pas répondu. Il a répondu là qu'il était au volant. Ah, ok. Il était au volant, Ah, d'accord. Peut-être qu'il a dû s'arrêter même quelque part avant de suivre les trucs. Depuis, je n'ai plus fait de cube, hein, mon frère. Ah, c'est toi qui fais la présentation la semaine prochaine, non, Stéphane? Non. C'est moi. C'est d'abord toi, Bridge. Oui, mais c'est comme s'il y a trop de boulot, les gars. Il y a trop de choses à faire. D'après le planning que j'ai envoyé, c'était Stéphane. Non, c'était moi. Ah, ok, d'accord. Attends, tu te trompes, hein? Moi, je croyais que c'était Stéphane, mais si c'est toi, ça va, il n'y a pas de souci. Christus, il faut qu'on fasse un point, hein? Oui. J'ai vu ça. Il faut que je me prépare le week-end, parce que là, je ne vais pas beaucoup la semaine prochaine. Je ne sais pas, les gars. Vous voyez, on ne parle que de réseau. Tu dis? Tu as une émission où on ne parle que de réseau. Il faut que je me prépare. Là, tu manges le réseau chaque jour, gars. Ça, tu vois pas le plus. Ça paye pas, gars. Ça donne, je sais, mon salaire passe bien, mais c'est que tu as l'impression de stagner, non? Si tu racontes ma mission, tu vas faire le deuil à la place, gars. La mission, c'est quoi, non, tu as dit? La mission, c'est quoi, Je suis sur Java 8, sans framework. Hey, Mami Wata. Mais non, gars, tu es développeur. C'est pas, je trouve que c'est même trop grave. Ok. Toi, c'est même très grave. Tu parles de quoi, là? Il est sur Java 8, on est sur Java 25. On est sur Java 25, toi, tu me parles de quoi? Il apprend quoi? Et c'est une migration vers Java 8. Une migration vers Java 8. Ouais. C'est bon courage. Ils étaient sur Java quoi pour migrer vers Java 8, gars? Ils sont sur Java 7 et une partie du projet sur Cobol. Une partie sur Cobol. Wow. Là, tu vas faire la transition entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. Ah. Pourquoi ils ne basculent pas directement sur les Java 17, des trucs comme ça, ils les infras, les applications, ils ont beaucoup trop d'applications développées sur ce truc-là. Mais c'est pas continuisé. J'ai l'impression que c'est pas continuisé. Non, mais c'est compliqué. Bon, pas que c'est pas compliqué à migrer, mais en termes d'infrastructure, c'est compliqué. On déploie sur WebLogic, mon ami. C'est pas les way de. C'est pas que. On déploie sur WebLogic. Ça veut dire quoi, on déploie sur WebLogic? C'est pour dire quoi? Que c'est trop high ou bien c'est Ce sont les serveurs low, les clients low. Ça veut dire que
Si tu veux, il y a beaucoup de choses qui sont gérées par ce client-là, notamment tout ce qui est base de données, tout ce qui est ressources externes, en fait. Donc, tout ce qui est ressources externes est géré par le client, ce n'est pas géré par l'application. C'est comme ça que les applications étaient faites avant. Là, c'est ta banane. Là, c'est ça. Donc, vous êtes encore dans l'époque, quoi. Ouais. Bon, bref, on va commencer le début, ça. On va vite fait parce que je bosse. Là, ta banane. J'ai beaucoup aussi à faire de mon côté. Vraiment, Je te donne pas ceci, voici ta banane. On va être prêt. Alors, tout le monde est là? Oui, vu, c'est la voiture, donc pour le moment, bon, on va commencer sans lui. Il est Ok. dans son Je ne sais véhicule. pas si vous voyez mon écran. Non, on fait d'abord le début. On va encore faire ton écran. Oui, c'est ça qu'on fait, nos briques. C'est ça qu'on veut faire. Non, tu peux mettre l'heure. Pourquoi tu l'agresses? Hein? Non, je demande s'il demandait. Si tu veux mettre l'heure. Parce que la dernière fois, on a fait 100 heures. Désolé. Ok. Non, allons-y. Voilà, on prend celui-ci. Bon, on va faire. Ouais, pourquoi moi? Commence. Ok, on commence. Ok. Alors, ok, le chrono est lancé. 2 minutes. Ok. Bon, bravo, hein, bravo. Vraiment, je te lance sur la qualité de la présentation. Moi, j'ai noté une seule. Après, dans notre temps, on a encore parlé de ça. C'est quand au début, quand tu as présenté Rancher, tu disais que, bon, avec ADM, quand un administrateur vient, il a accès complet sur le cluster. Bon, j'ai voulu dire que non. J'ai voulu dire que non parce qu'il y a la possibilité, avec les certificats signing request, tu peux créer un compte d'un utilisateur et lui donner les droits avec les rôles et les rôles banding uniquement à certaines ressources. Et lui ne pas avoir accès qu'à ces ressources-là. Quand quelqu'un t'a posé la question de savoir en termes de sécurité quel est le plus, et c'est la réponse que tu donnes. Donc, j'ai voulu dire qu'on peut créer également les utilisateurs, mais bon, je suis resté calme, laissez passer. Des questions. Merci, vous avez répondu. Moi, mais j'avais beaucoup de questions. C'était bien. C'était propre aussi, comme la dernière fois. Je n'ai pas de remarques. Pour moi, c'était parfait. Merci. Ok, ça marche. Donc, alors. Alors, on va effacer. Alors, le second, c'est. C'est Christus. Je suis d'accord, Christus. Attends, voilà, on efface, on arrête, on efface. Alors, tu me dis dès que c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, on sait. Ouais, comme la dernière fois, la présentation était de qualité et était de niveau expert. En fait, dans la présentation, généralement, c'est bien de ressortir les concepts simples et les démos simples parce que ceux qui sont là sont soit probablement déjà des utilisateurs des outils, soit des novices qui viennent aussi découvrir. Et quand ça monte à un certain niveau d'expertise, c'est difficile d'en profiter. Donc, la présentation, normalement, c'était sur la création de l'infrastructure avec Kubernetes. Mais on s'est retrouvé avec Rancher et Ansible à digérer. Donc, pour moi, ça ajoute des niveaux de complexité supplémentaires qui n'auraient pas lieu d'être. Donc, sans ça, je pense que ça aurait été aussi top down. Pour moi, apprenons à alléger les présentations, quitte à ce que la démo soit le plus simple possible et que à la fin, on ne puisse retenir que le concept qu'on voulait présenter. C'est tout pour moi. Sinon, c'était clair pour moi. Ok, d'accord. Stéphane? Yes. Tiens, si tu peux te muter, s'il te plaît. Yes. Oui, Stéphane.
Moi, je ne Assez- veux pas trop développer. Hein. La présentation était nickel. Les démos étaient OK. Surtout pour quelqu'un qui avait déjà participé à la première partie. Donc, du coup, ça, c'était un peu plus la continuité avec les éléments qui venaient ajouter à cette première partie-là. Donc, c'était nickel, ça va. Donc, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris. Je me dis que c'est normal parce que ça fait un bon moment où je ne travaille plus sur Cube. Ça va, merci. J'espère que, Fabou, j'espère que ça sera disponible sur notre GitHub. Ouais, c'est là. Si tu regardes, normalement, c'est là. Hein. Ouais, je reprends ça. Je reprends ça et je vais C'est là, refaire ça. tu peux. Ouais. Merci. Voilà, c'est là. Donc, il est bien là. DevSecOps du jour, Proxmox, Terraform et KUD. Ouais. Je vais reprendre ça. Bon, ok. Moi, de ma part, Bon, oui, pardon, donne-moi une seconde. Je mets le chrono là. bon, je veux mettre le chrono. Peut-être je vais beaucoup parler. Oui. C'est pour ça que c'est même pour toi que j'ai mis À le 2 chrono. minutes. À 2 minutes. Non, en fait, pour moi, Ouais. ça s'est bien passé, hein, mais il y a quelques trucs que je dois encore dire. Surtout dans ta façon de parler. Mais le fait, c'est que tu corriges ça bien après. Tu vois. C'est comme si au début, tu fais les ralentissements, tu parles, après tu dis après. Mais quand nous sommes entre nous ici ensemble, tu parles bien, ça coule. Je ne sais pas pourquoi. Quand c'est la présentation, tu ne fais pas ça. Je ne sais pas pourquoi ça ralentit toujours quand la présentation. Bref, c'est ce Ah, que tu trouves que je je ne parle pas assez vite, c'est ça? Non, pas assez vite. En fait, quand Ça ne tu coule parles pas. ici, ça ne coule pas. Quand tu as commencé la présentation, ça ne coulait pas vraiment. C'est comme si tu ralentissais un peu. Mais après, tu as corrigé, après, bien plus tard, tu as corrigé, ça coulait. Il y a aussi la pression du public. La pression du public, c'est ça que je dis, c'est la pression du public, vraiment. Quand tu présentes, tu ne sais même pas qui est là, gars. Honnêtement, Donc, tu ne sais pas qui est là. bon, et ça, c'est de un. De deux, aussi, concernant, j'aurais souhaité que tu abordes, en fait, du moins, tu montres, parce que normalement, lorsque tu fais du Ansible, tu ne dois pas mettre les rôles dans le même projet où tu développes. Tu vois. Non, Bridge, on est dans un cas d'école. Je sais. On a posé ça, oui. Je sais. Sauf que. Je t'ai dit que moi, j'utilise les collections, non. Je t'ai expliqué tout à l'heure que normalement, moi, je sais. Sauf que nous sommes en train de vouloir prouver, nous sommes plus entre nous. C'est ce que je voulais dire. Nous sommes sur LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, quand la personne va entrer dans notre groupe et lorsqu'il va accéder à notre GitHub, il va voir que non, mais regarde, le gars utilise encore les rôles encore dans le même code source de truc. Or, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas amener que la notion de Ansible Galaxy? Des choses comme ça. En fait, c'est pour dire que côté Ansible, c'est un peu ça. Et aussi, pour clôturer, voilà, fin, tu n'as pas parlé, c'est un problème technique, c'est un truc technique, pas problème en fait. Comme l'autre a expliqué tout à l'heure, a posé la question. Il y a par exemple Cilium. Dans un moment donné, tu vois, on ne sait pas si tu utilisais Cilium ou pas. Non, on savait que tu utilisais Cilium Bridge. Comment tu peux dire ça? Non, parce que l'autre a posé la question que finalement c'est Calico, parce que tu as monté Calico au début. C'est pour ça qu'il a posé la question. Et effectivement, j'ai vu Calico au début. Donc, c'est après qu'on a su que bon, nous, on savait déjà que c'est Cilium que tu utilises, mais dans la présentation, on a vu Calico. C'est pour ça qu'il a posé la question en savoir est-ce que c'est vraiment Calico ou bien c'est Cilium que tu utilises. Ouais, est-ce que j'ai donné quand même un élément propre à sa question, non? Oui, mais tu as répondu à sa question. Bon, autre chose aussi. Le truc même, Brit, c'est que bon, pardon, je m'excuse, vas-y. Bon, autre chose, là, le dernier point, c'était toujours c'est des trucs techniques. C'est les ports, en fait. Tu n'as pas aussi parlé des ports, parce que quelqu'un posait aussi la question là. Donc, parce que voilà, c'est Water. Quand on instance que ceux qui utilisent par défaut, d'abord, on doit aussi mentionner la notion de port, que voilà, si vous êtes dans un cluster et que voilà, et vous voulez mettre en place Kubernetes, voici les ports à ouvrir, pardon. Et surtout lorsque vous utilisez un pare-feu sur les VM. Et aussi, tu n'as pas aussi mentionné que tu utilises le pare-feu sur les VM. Parce que n'oublions pas, dans LinkedIn, on est en train de vanter nos choses. On dit bien qu'on a mis en place un cluster professionnel.
Mais si dans ce qu'on a dit à l'Indie, quand on vient voir dans le truc que ce n'est pas ça, ce n'est pas bon. Parce que dans le professionnel, on ne désactive pas les pare-feux. On ne désactive pas les pare-feux et on active les pare-feux quand on met en place tout ça, tout ça. Bref, c'est ce que je voulais dire en gros, sans tout va être long. Moi, j'aurais souhaité, comme proposition, que tu puisses dire que, OK, voilà, voici voici comment j'utilise le rôle. Je crée un fichier requirement, je déclare le rôle à l'intérieur, je fais Ansible Galaxy pour Ansible Galaxy install, donc pour la commande là complète, pour installer le rôle. Là, il va installer le rôle. Après, je dis que, OK, via ce rôle, maintenant, j'installe RKD. Tu vois, là, ça va donner la possibilité à tout le monde. Brit, si moi, Fabrice, je vais te présenter un travail sur Ansible, je ne vais pas te présenter ce que j'ai présenté aujourd'hui. Parce que je sais que ton niveau Ansible est avancé. Je ne peux pas, par exemple, prendre un kidam dans le groupe qui ne connaît même pas Ansible. Je lui parle d'Ansible Galaxy. Tu vois que. Regarde, moi, je n'avais pas besoin de ça. Voilà. Je suis d'accord. Non, attends, je suis d'accord. Mais il y a quelque chose que vous ignorez. Ce que vous ignorez, c'est que vous croyez toujours que les gens dans le groupe sont toujours des juniors. Attention. Quand on fait les présentations, ce n'est pas vraiment pour les juniors qui sont connectés. Il y a des gars qui connaissent, qui sont connectés. Parce que le but ici, ce n'était pas de présenter Ansible. Ce n'était pas de présenter Ansible. Je n'ai pas dit que le but était de présenter Ansible. Et suivez-moi, les gars. Je n'ai pas dit que le but était de présenter Ansible. Je dis ceci. Même quand tu veux installer n'importe quoi avec Ansible, si tu vas utiliser un rôle, on définit le fichier requirement. C'est ce que je suis en train de dire. Ça, c'est le basic. Ça n'a rien à y voir avec le but de présenter non, Ansible. Ça a y voir, Brigitte. Non, Je Fabrice. ne peux pas dire ça. Quand quelqu'un apprend Ansible, parce qu'aujourd'hui, ce n'était pas un cours sur Ansible. On est d'accord. Ouais. Le jour qu'il y aura un cours sur Ansible, si tu veux que moi, je te présente un travail, je suis en train de dire. Moi, oui, quand tu veux installer, par exemple, le RemChat. Brigitte, tu as déjà fait 5 minutes. Attends. Il faut qu'on s'arrange bien. Non, moi j'ai compris ce que tu as dit. Moi, j'ai compris. Si moi, je vais te présenter un travail sur Ansible, et moi, je t'ai dit ça avant qu'on ne fasse cette réunion. Si moi, je vais présenter ça aux experts Ansible, tu as bien vu le dossier collection que j'avais au départ supprimé. Moi, quand j'installe mes rôles, je n'installe pas directement à travers un rôle dans mon dossier. Je pioche depuis un repo Git via les Ansible Galaxy. On a parlé de ça. Tu vois un peu, on a parlé de ça avant. Je suis d'accord avec toi, mais je reviens en disant que ça n'a rien à y voir avec la présentation sur Ansible. Je prends un exemple avec le RemChat. Quand tu veux installer un RemChat, ne me dis pas que quand tu veux installer un RemChat, tu pars d'abord copier le code source du RemChat et tu viens mettre dans ta machine et tu héberges et tu fais le RemChat. Tu fais le RemChat repo, après le RemChat repo, après tu fais le RemChat install. C'est la même chose que je suis en train de dire avec Ansible. Oui. C'est un peu comme si tu faisais apt-get install, je ne sais pas, tu installes un outil, que de prendre le binaire de l'outil, de venir installer manuellement toi-même. Attends, moi je te comprends. Parce que... si tu montres même la façon d'installer Ansible, en fait, tu d'installer quelque chose avec Ansible n'importe où, on va toujours te dire que le fichier requirement, tu déclares que ça n'a rien à y voir avec un cours d'Ansible. C'est comment installer quelque chose avec Ansible. Ça, c'est deux choses différentes. Ça n'a rien à y voir avec un cours d'Ansible. Les gars, Brice a pris 7 minutes. Bref, non, on échangeait juste, je n'ai pas pris 7 minutes. C'était ton temps. Ok, j'ai compris, gars, c'est bon, j'ai compris. On va corriger, je vais mettre les collections. Bon, ce que tu peux faire, donc, c'est de mettre les collections et mettre à jour ton repo Git, en fait. Ouais, c'est simple. Oui, tu peux le faire. Là, comme ça, si quelqu'un télécharge, il va voir ce que Brice dit là, quoi. Il va installer son truc, il va faire Ansible Galaxy, il installe son rôle et il installe son truc. Ok. Oh, c'est bon, Bridge. C'est bon depuis, hein, papa. Voilà, non, je vais mettre la note ici 0. Ok, 0 pourquoi? 0 pourquoi? Je ne comprends pas. On n'a pas bien défini le rôle. On devait plutôt utiliser une galaxie. Non. Pourquoi tu dis que c'est 0? Non, ça va y aller pas. Enfin, non, c'est propre ce que tu as dit. Je vais corriger, il n'y a pas de souci. On s'améliore. Ça, c'est pour notre image, quoi. Ouais. Moi, j'ai plus que ceux qui étaient des juniors. Donc, du coup, moi, j'ai tout simplifié les choses. Maintenant,
S'il faut passer à un niveau supérieur, bon, il n'y a pas de souci. Et même dans ton fichier Il y là, a c'est plus même, il y compliqué a pour même d'autres quelqu'un qui s'est personnes. connecté là. Il y a même Hein? il y a l'autre qui s'est connecté là. Je ne sais pas si c'est les de la France ici ou quoi. Je l'ai vu connecter. Et Tout à fait. as-tu? Non, c'est pas Arthur. C'est quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Bon, c'est un blanc. Je crois que c'est un blanc. Oui, c'est comme j'ai vu. Il s'appelait qui? Frédéric. Je ne sais pas si j'ai vu encore le nom. En fait, Wow, c'est où j'ai vu que mais les gars, donc, ça veut dire que les gars sont intéressés comme ça. J'ai vu un ou deux comme ça. Que dis que ça commence à venir petit à petit. Les gens sont vraiment intéressés. Moi, Ah, moi mais j'ai une seule problématique. Mhm. Le thème même, c'était quoi? Le thème, c'est. Mais normalement, le thème, c'est mise en place des data centers. Mais Oui, la le thème de la partie, présentation, c'était oui, mettre en cluster place votre Kubernetes. data center en local. Oui. Partie 2, cluster Kubernetes RKE via Ansible. Moi, je m'attendais premièrement à ce qu'on revienne sur les instances Promos qu'on a créées la dernière fois. Oui, on a fait ça, non, Christus? On Ah a, bon? on a rappelé ça. Oui. Non, pas rappelé, mais dit que voici nos 3 instances qu'on va utiliser, sur lesquelles on va déployer notre cluster. Ça a été fait. Ah, Ça a été fait. Ça a été fait. Tu vois, regarde par exemple cet onglet-ci. Ça a été fait. Ok. C'est pour ça que j'ai mis l'onglet à côté. Il a fait ça. Il a fait ça. Ok. Donc, j'ai d'abord rappelé tout ce qu'on a fait au préalable. Avant maintenant Il faudrait qu'à la fin, le TP marche. Si on découpe les présentations et qu'à la fin, on n'arrive pas à constituer ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire mettre en place le data center en local, ce qui a un problème. Normalement, ça marche. Ok. Normalement, ça marche. Parce que pour un apprenant, si aujourd'hui il prend les différents repos là, et il suit pas à pas, normalement, ça va marcher. Je n'ai pas suivi cette partie-ci. Ok. Non, alors, il y a Stéphane a parlé, tout le monde a parlé. Bon. Alors, moi, particulièrement, j'ai pas grand-chose à dire. Donc, déjà qu'on a fait une première présentation ensemble, on s'est dit presque tous les points d'amélioration. Donc, je vais revenir sur ce que Sus a dit et toi aussi, Bridge. Donc, aujourd'hui, c'était une présentation sur le cluster Kubernetes. Donc, on voulait mettre sur pied un cluster Kubernetes avec RKE2 via Ansible. Donc, maintenant, l'idée ici n'est pas pour moi, c'était pas de faire un cours sur Ansible. L'idée ici pour moi, c'était de se baser sur la partie automatisation de Ansible pour déployer mon outil Kubernetes. Donc maintenant, j'ai quand même fait de telle sorte que j'ai quand même parlé des rôles des playbooks, donc des éléments centraux de Ansible. C'est vrai que je ne suis pas entré dans tellement de détails. Et quelque part, bon, pour ce qui est du rythme, ou alors pour ce qui est du ton, la vitesse, tout bon. C'est un truc que je vais travailler. Donc, moi, ce que moi je suggère, c'est que si peut-être quelqu'un constate un constat, je sais pas, peut-être c'est mieux souvent de mettre dans le groupe. Parce que quand un truc est mis dans le groupe, ça fait que de temps en temps, pendant que la personne pose ses questions, je jette un coup d'œil dans le groupe pour voir un peu pour voir un peu la tendance. Donc, ça me permet soit d'accélérer, soit de ralentir. Donc, peut-être c'est à nous les membres de l'équipe de dire que bon gars, ici, là, essaie un peu d'accélérer ici. Essaie un peu de. Donc là, ça va me permettre d'aller plus. Parce que quand toi, tu présentes, normalement, tu es focus sur la présentation. C'est toi qui donnes le rythme à la présentation. Maintenant, c'est ceux qui sont en face qui apprécient le niveau ou le rythme de la présentation. Si c'est bon, ce n'est que ceux qui sont en face qui pourront te dire que bon gars, améliore un peu sur ce côté. La partie qui suit, est-ce que tu peux aller un peu plus vite? Est-ce que tu peux éviter trop de détails? Est-ce que on a plus assez de temps, donc tu vois un peu. Donc voilà, je voulais même pas dépasser 2 minutes. Là, je m'arrête là et puis ça. Oui, c'est bon ce que tu dis, mais moi, je ne parlais pas par rapport au rythme de parler du tout par suivi.
la fluidité dans la façon de parler. Là, maintenant, tu vois comment tu parles fluide, ça colle. Tu vois. Or, quand tu parles devant les gens, devant le truc, c'est différent. Tu parles comme si tu faisais des sauts de paroles. Tu dis, maintenant, on va parler. Ah, ouais, je vois, Comme je si vois. tu faisais des sauts. Tu vois, oh, cool, laisse couler ton truc. Suppose que nous sommes entre nous, mais ça n'a pas tête. Parfois, c'est vrai, c'est le public, comme Franck Wattel a dit. En fait, le but, c'est de mettre dans ta tête que nous sommes entre nous. Et tu te lâche-toi. Moi aussi, c'est que plus tu parles vite, bon, moi je te comprends. Hein. Non, je dis, c'est pas Souvent, qu'il y a un c'est pour parti éviter, difficile. de dire des bêtises, quoi. Parce Oui, que en fait, souvent, tu parles vite. quand tu fais des sauts, ça donne l'impression aux gens comme si tu ne maîtrisais pas. Ah oui, je vois. Quand tu fais des sauts là, oui, ça sonne comme si avant de dire quelque chose, tu réfléchis trop. Tu vois un peu. Tu peux laisser couler. Bref, comme tu parles là maintenant. Là, ça va Là, je aller. suis pas en train de présenter, c'est autre chose. Je comprends, Non, mais oui, je comprends. tu présentes bien, je veux dire. Je comprends. Je travaille. Ça vient. Ça Je vient, pense que c'est bien. la prochaine séance, je pense que le rythme sera avec tous les retours là. La vitesse sera bonne. Oui. Les mots seront à leur place. Et puis, je crois que c'est les oreilles de chaque personne pourra délecter Oui. le nectar qui va Et ça, si tu sortir as de entendu, ma il y a présentation. des gens de plus en plus qui je n'ai jamais vu qui ne faisaient que se connecter. Donc, c'est pour dire que les gars sont intéressés. Les gens qu'on ne connaît pas qui ne font que se connecter. Voilà. Donc, c'est pour ça que souvent, moi, quand je suis là, je ne parle pas trop dans la présentation parce que je suis tout le temps dans les trucs WhatsApp, je suis en train de gérer les trucs dans tout le temps. Je guette un peu, je regarde le nombre d'utilisateurs, je regarde ceux qui, je vois un peu la liste, je vois si est-ce qu'il y a un nom que je connais ou bien que je ne connais pas. Tu vois, je vois souvent les photos, parfois je vois les photos d'un blanc, bref, je guette au fur et à mesure. Donc c'est pour dire qu'on est en train d'aller, bref, c'est top. Voilà. Donc, la seule chose qui manque, ce n'est que maintenant on fait un saut quelque part. Ouais, Bon, les gars, je vais vous laisser. Il faut que je m'occupe un peu des petits fous. Ouais, gars, il faut aller enlever les couches, gars. C'est normal. En ce moment même là, peut-être je vais sortir tout, mais j'ai trop à faire, mais franchement, vous me donnez la position, gars. Tellement. Moi, je suis là quand même. Moi, je vais la dire. Gars, moi, donne-moi juste l'heure. Le lac Amblin est proche de chez vous. Gars, c'est collé à la mairie du quartier, gars. Et quand on fait un abonnement à 22 € chaque mois, là. Ah! Chaque fois nous sommes toujours ensemble, presque, donc c'est facile pour nous de nous retrouver. Ouais, c'est passé à Nenga là-bas, gars. Les gars, pas passé à Nenga. Non, moi je suis marié. Tu es marié. Quand une femme passe devant toi, tu ne la vois pas. Tu me regardes pas, du man. Tu ne rinces pas les yeux. Je rince, bien sûr, mais je ne fais rien. Si tu disais que tu ne rinces pas, j'allais commencer à aller lire. Non, je rince, mais je ne fais rien, gars. Parce que quand c'est c'est bien, gars. C'est mieux de ne rien faire. C'est mieux. Le plus célibataire des mariés là-bas. Gassam, tu as failli être prêtre, gars. Tu as vu là, attends, je vais envoyer une comédienne dans le groupe. Là. Le dos là me fait tellement là. J'ai failli. Le gars dit ça en buvant ça. J'ai fait le séminaire. J'ai failli être prêtre. Oh, c'est la booster qui parle, hein, c'est pas lui. J'ai vu ça. Et le dos là me t'aime. La booster qui parle. Il fait comme ça, après, il prend un coup. Il a un dernier sourire là à la fin là. C'est juste que les gars, ma belle-sœur m'a invité à un truc aujourd'hui, mais je ne sais pas si elle est partie parce que avec tous les travaux que j'ai,
C'est à 16h. Bridge, voilà, je profite pour te dire ça. Voilà, tu sais que dans quelques jours, tu auras fait un mois, non, de magistère. Donc, un mois comme président de devoir d'FCCOP de jour. Ouais. Et nous sommes en train de regarder avec un œil. Donc, on a le REMChat, le chat museum là qu'on doit créer. On a, je sais pas, la registry Docker qu'on doit créer. Donc, c'est toi ceux qui sait comment on va procéder. Ne t'inquiète pas. Et que tu vas finir d'FCCOP de jour à cause du travail. Ne t'inquiète. Non. Je serai un président réélu. Parce qu'il a dit la même chose. Hein. Il a dit la même chose, gars. On attend le remaniement. Il a dit la même chose. Non, là, je suis différent. Dans les prochains jours. Et je crois que la 3e semaine de février, si j'organise la rencontre ici à Paris. 3e semaine. Donc, à la fin du mois. On te suit, hein. On te suit. Si tu dis, allez où j'étais dans la scène, non pas seulement là. Ben moi, je ne parle pas. Si vous partez où j'étais, c'est votre problème. Non, on te suit, gars. Non, ne t'inquiète. Le temps mesure tout ça, là, on va créer. Parce que je suis en train de voir comment initier même un simple projet, soit même un mini-IO, soit. Et aussi, le fait que ça doit être automatisé, tu vois. Parce que quand dans le pipeline, quelqu'un ne va pas venir cliquer ou bien venir tester ailleurs et venir. Donc, dans le pipeline, comme les gars de Sonat, non pas Sonat, les gars de Binami, ils automatisent tu dois créer une fois un cluster dans le pipeline avec KND, par exemple. Il l'installe, ça valide le REMChat. Il installe même les prérequis, le minimum prérequis. Ça valide les REMChat et voilà. C'est vrai qu'ils peuvent aussi faire les tests. Dans le développement, ils peuvent aussi faire les tests dans les propres clusters. Donc, c'est pour ça que je dis, ceux qui vont vouloir être dans ce projet doivent avoir les clusters à la maison. Les propres clusters à la maison. Voilà. Stéphane a son cluster, j'aime mon cluster, Christian a son cluster, Moka a son cluster. Le virus a son cluster. Donc, voilà. Tous on va... Et c'est ça, pas seulement nous en ligne, hein, pour la communauté, tous ceux qui voudront, même pas la communauté, même ceux qui sont dehors, tous ceux qui voudront venir. Je vais initier le repos là, soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Je vais initier le repos là. Bien. Il faut que je mette tous les CICD, machin, tout les GitHub, machin, tout on demande. Okay. Tous les outils DevOps que vous avez dans la tête là. On fait avec. L'idée aussi de Dockerfile, d'avoir nos propres images dessus, comme le gars de Binami, c'est pour éviter d'avoir des images avec le. Donc, on respecte vraiment les pratiques du DevSecOps, donc avec CKS. Donc, c'est pour éviter d'avoir les images avec les utilisateurs à l'intérieur. Donc, quitte à ce qu'on peut créer nos propres images et mettre les bons utilisateurs à l'intérieur. Et les images minimalistes. Et quand on finit de créer, ça pousse sur notre GitHub. Non, ça pousse dans notre Docker Hub. Donc, DevSecOps doit aussi avoir un Docker Hub, un compte Docker Hub. Donc, vous allez me fournir l'email. Je vais prendre l'email, créer un compte Docker Hub avec ça. Voilà. Ouais. Donc, si tu voulais les outils, voilà, le landscape. Donc, tu peux jeter un coup d'œil là. Oui, le landscape, hein. Ouais. Ça permet de faire quoi? Donc, ça permet de voir quel outil est prioritaire en fonction de la grosseur du logo. Donc, je vois par exemple, attends, si mais c'est un peu là. Waouh, c'est génial, hein, je n'ai jamais vu ça. Je sais pas si. Hop. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Tu vois mon écran. Voilà. Donc, par exemple, si tu veux, par exemple, un truc pour packager tes applications, tu veux une registry, tu as Artifact pour récupérer les chars. Ouais. Si tu as un outil de Continuous Integration et Delivery, donc tu te bases sur en fonction donc tu vois, en fait, lui, il est graduate. Bon, il y a le graduate donc il y a tout. Tu vois, même la partie serverless de Kubernetes. Donc, si tu vois, par exemple, la partie serverless, il y a tout ce qui est. Donc, ça, c'est runtime. Ah non, il est parti. Voilà, tu vois, il y a Longhorn, par exemple, qui est
pour la partie stockage. Il y a serverless. Qu'est-ce que j'ai? Alors, certifié partenaire. Voilà, serverless. Donc, pour la partie serverless, tu as EDA et Knative. Donc, c'est sur ça que moi, je me base pour choisir un outil. Ce sont des guides de formation ou bien juste des... Non, en fait, c'est que lui, il va juste te montrer l'outil qui est prépondérant sur le marché. Oui. Donc, tu vois, par exemple, ici, oui. Ici, par exemple, dans le control delivery, tu vois, il y a Argo et puis Flux. Donc, il y a Jenkins, tu as tous ces outils-là, ils sont là pour l'automatisation. Et ça peut aussi te permettre de décider, de prendre... Faire une prise de décision, quoi. Ouais. Donc, tu as tous les outils là. Observabilité, tu vois, lui, il est gratuit. Lui, il est incubating. Il y a également Tontanos. Ouais. Donc, par exemple, Open Cost pour voir un peu combien tu dépenses lorsque tu utilises tes ressources Kubernetes. Donc, voilà. Bon. J'en ai trop à faire. Je vais m'inviter à un anniversaire. Je ne peux même pas se regouiller. C'est la présentation là. Il y a un autre projet là. LM, c'est même à quel niveau, man? Faut nous dire, gars. C'est justement ça. Et puis, on n'a rien demain, non? Pas oublié. Ah, ok. On n'a rien demain. L'autre chose, je vais dire, parce que c'était question qu'il envoie les invitations. Peut-être qu'il a oublié. Je vais le rappeler ça. On n'a rien demain. Justement, Ok. c'est parce que je suis tellement surchargé. Bon, ok les gars, on fait comme ça. Ça marche. Allez, bon week-end. Bon week-end.